Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Le 19e congrès national du PCC. Shanghai encourage davantage de concurrence. L'avenir du yuan au cœur des débats. Beijing va construire sa première autoroute cyclable. La Chine devient le plus grand producteur de crème glacée du monde. Le 19e congrès national du Parti communiste chinois, qui s'ouvrira mercredi à Beijing, déterminera les orientations de la politique chinoise pour les 5 prochaines années, non seulement sur le plan intérieur, à savoir les politiques économiques, sociales, environnementales et d'urbanisation, mais aussi sur le plan international. Environ 2300 délégués sur 89 millions de membres du parti participeront aux réunions. La Chine a fixé 2 objectifs centenaires importants. Le premier est de construire une société modérément prospère à tous égards d'ici 2020, qui est le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Le second est de construire un pays socialiste moderne vers le milieu du 21e siècle à l'occasion du centenaire de la fondation de la République populaire de Chine. Le 19e congrès national du PCC sera le dernier congrès national du parti avant le premier objectif du centenaire en 2020. Donc, plusieurs experts disent qu'il aura une grande importance historique. Ce sera une étape importante qui va non seulement inclure l'expérience de la construction de l'économie, de la société et du parti au cours des 5 dernières années depuis le 18e congrès national, mais il établira aussi un plan pour les 5 prochaines années, même plus. L'événement se concentrera sur la façon de mettre en place une société modérément prospère et même sur la façon de construire un pays socialiste, moderne et fort. Le 19e congrès national du PCC ne se concentrera pas seulement sur le développement du pays, mais aussi sur la construction du parti. Plusieurs attendent de nouveaux ajustements à la constitution du parti. Et tout comme les anciens hauts dirigeants chinois ont formé leur propre théorie de la gouvernance, telle que la pensée de Mao Zedong et la théorie de Deng Xiaoping, l'actuel secrétaire général du comité central du PCC, Xi Jinping, devrait résumer la sienne. Le comité central, avec Xi Jinping comme noyau, a élaboré de nouvelles idées, une pensée et des stratégies. Avec 5 ans d'expérience dans ce travail, il aura un fil conducteur plus clair. Les gens s'attendent à de nouvelles réalisations dans la théorie du parti qui résume les travaux des 5 dernières années. Ils seront mis dans la constitution du parti pour guider le parti et le peuple. Cet expert s'attend également à ce que le PCC renforce la gouvernance du parti en ajustant le système. Ils vont probablement ériger un système plus strict pour la gouvernance du parti et former un système de supervision disciplinaire complet pour encadrer les membres du parti. Cela fait 5 ans que le gouvernement de Shanghai a débuté son dernier cycle de réformes impliquant les entreprises d'État de la ville. L'un des thèmes majeurs de ces réformes implique de considérer de manière plus nuancée la manière dont opèrent les PME et d'encourager davantage de concurrence. Reportage. Ce cycle de réforme des PME a débuté en 2013, lorsque le gouvernement de Shanghai a publié des directives avec 20 suggestions pour les compagnies publiques. Selon ces directives, les compagnies sont divisées en 3 catégories, purement commerciales, pour le développement de la ville, et celles du service public. Parmi les PME de Shanghai, 72% tombent dans le champ de la catégorie commerciale et sont sujettes à une féroce concurrence sur le marché. Au cours des 2 premières années d'application des plans de réforme, la plupart de ces entreprises ont cherché à réaliser des réformes structurelles, incluant des fusions avec le secteur privé. Le Shanghai Jinjiang Group fait partie de celle-ci. En tant que plus grand promoteur de projets immobiliers liés au tourisme du pays, il a acquis de nombreuses entreprises, à la fois dans le pays et à l'étranger. À travers les fusions et acquisitions, nous combinons les avantages de toutes les parties et nous nous développons ensemble. À présent, nous sommes les numéros 5 dans le monde avec une chaîne de 7700 hôtels et plus de 790 000 chambres. Une autre importante méthode de réforme a été d'encourager les PME à offrir des actions à leurs employés. Shanghai International Port Group a été le premier à le faire. À la fin de 2014, il a offert à près des 3/4 de son effectif une chance de devenir actionnaire en émettant 420 millions d'actions sous forme de placement privé. La direction de l'entreprise a déclaré que cette méthode permettait d'améliorer l'efficacité des employés
en leur permettant d'avoir une participation dans la compagnie. Et au moins 4 autres PME basées à Shanghai ont suivi cette année. Le gouvernement a également essayé d'améliorer la compétitivité des PME sur le marché et d'encourager les entreprises d'État purement commerciales à entrer en bourse ou d'améliorer la valeur des unités cotées. Shanghai Huai Group est l'une d'entre elles. 11,6 milliards de yuans de ses actifs ont été introduits en bourse en 2016. Par le passé, seulement 25% des actifs de la compagnie étaient cotés. À présent, nous avons porté cette quantité à 85%, soit presque la totalité du groupe. Je pense que c'est une bonne opportunité pour nous pour aller encore plus loin. Selon l'un des experts qui suivent les réformes des PME à Shanghai, l'objectif au cours de ces 5 dernières années a progressivement changé, suivant les modifications de l'environnement commercial. Il a démarré avec des grandes réformes structurelles et s'est peu à peu tourné vers des systèmes d'actionnariat des employés et des introductions en bourse, ce qui est une progression logique. Le défi majeur de ces réformes est de faire en sorte que les PME soient compatibles avec la concurrence du marché. Pour que les PME soient introduites en bourse, il est essentiel d'éliminer ce qui pèse sur elles et de séparer les parties qui sont adaptées à la concurrence du marché de celles qui ne le sont pas. Donc les réformes structurelles posent les fondations pour les introductions en bourse et l'environnement commercial s'est aussi amélioré au cours des ans, alors que Shanghai essaie de devenir un centre financier mondial. Donc tous ces facteurs ont aidé les PME à mieux s'adapter au marché. La réforme des PME de Shanghai a enregistré de bons résultats. Le chiffre d'affaires total de ces entreprises atteint les 3100 milliards de yuans en 2016. Avec des profits atteignant les 305,8 milliards de yuans, faisant des compagnies d'État shanghaïennes des leaders à l'échelle nationale. La devise chinoise, le yuan, fait toujours place à d'intenses discussions. Aujourd'hui, sa notoriété croît avec une plus grande acceptation à l'international et un usage de plus en plus répandu. Son avenir fait l'objet d'un consensus en tant que devise de réserve et libéralisation totale. Découvrons un peu ce qu'il pourrait se passer dans un proche avenir. 8 h du matin. Les banques sont peut-être encore fermées, mais les banquiers sont déjà au travail. Jen Lu dirige une équipe internationale d'experts du renminbi à la Standard Chartered Bank, la deuxième banque mondiale. Ce matin, elle rencontre ses collègues africains. C'est devenu mon travail quotidien, parler aux clients, trouver des solutions, voir ce que l'on peut leur proposer d'adapter à leur situation et qu'ils en bénéficient. Quand nous allons dans des pays africains rencontrer des banquiers, des clients, le renminbi est un sujet inévitable dans notre travail. Nous tentons d'être innovants en incluant divers éléments dans notre travail, le paiement en renminbi et les diverses solutions de règlement, l'import, l'export. En milieu de matinée, à la branche pékinoise de la plus grande banque au monde, ICBC, Irina Kulijina, la représentante en chef de la banque russe Promziabank, vient échanger des yuans pour des roubles. Ayant été en Chine depuis que les deux pays ont piloté leurs échanges de devises, elle voit le commerce yuan-rouble grossir depuis. La Russie est le premier pays à offrir de commercer en yuan sur son échange de devises, ce qui est important pour un monde futur où le pétrole pourrait ne pas être évalué uniquement en dollars. Désormais, pour le financement en renminbi, une portion très substantielle de ce que nous faisons se passe en renminbi. Et nous émettons des lettres de crédit en renminbi pour près de 58% de notre total. La Russie est le premier pays à offrir des opérations en yuan sur son échange de devises. C'est important pour l'avenir car le pétrole pourrait ne plus être évalué en dollars. Même pour l'activité bancaire elle-même, nous allons entrer maintenant sur le marché chinois. Nous ne sommes plus limités par d'interminables délais. À l'heure du déjeuner, Sunny Lee, comptable à Oscham, utilise des yuans pour faire ses achats, quelque chose qui est de plus en plus répandu dans des pays allant du Sri Lanka au Zimbabwe. Quand nous voyageons à l'étranger, nous n'avons pas besoin de prendre beaucoup de devises étrangères. Les magasins locaux acceptent les paiements en renminbi, c'est une bonne tendance. Pour nous, les consommateurs, l'internationalisation du renminbi réduit le processus d'échange. C'est plus pratique. De nos jours, de plus en plus de gens aiment voyager. Et il n'y a plus besoin de changer de l'argent à l'avance. À l'avenir, je pense que le rôle du yuan va progressivement croître dans le monde. À la mi-journée, direction la mère de toutes ces banques, la Banque centrale, là où se décide combien d'argent doit être affecté au sein de l'approvisionnement de 165 000 milliards de yuan du pays. Et pour que le yuan devienne une véritable devise mondiale, davantage de pays doivent commercer avec lui en tant que réserve. Et la Banque centrale a elle-même besoin d'une plus grande transparence.
Huang Yiping, conseiller à la Banque centrale de Chine et vétéran de la banque, nous informe d'un élément clé permettant aux réformes sur les devises de se remettre en selle. Ce dont vous avez réellement besoin est de confiance en vos capacités. Ce qui s'est passé dans le passé est que dès que la devise se déprécie, les gens perdent confiance et cela devient un problème. Donc vous voulez vraiment internationaliser votre devise, vous avez besoin d'une économie forte, vous avez besoin de liquidités et d'un large marché financier, mais vous avez aussi besoin d'une bonne institution qui protège la propriété. Et donc que le renminbi devienne ou non une devise de réserve dominante telle que le dollar, je pense que ce sera une histoire sur le long terme. La ville de Beijing prévoit de construire sa première autoroute à vélo afin de faciliter le déplacement entre les grands complexes d'appartements, a annoncé mercredi 11 octobre un responsable du centre d'entretien et de gestion des routes de la municipalité. Les travaux de l'autoroute cyclable, qui mesurera 9 km de long sur 5 à 7 mètres de large avec une double couche pour relier Tiantong-Yuan dans le district de Changping et Zhongguancun, l'équivalent de la Silicon Valley de Beijing à Haïtien, vont commencer l'année prochaine, a déclaré Kang Fen, directeur adjoint de Beijing Centre d'entretien et de gestion routière, lors d'un programme radiophonique sur la congestion urbaine. L'autoroute sera exclusivement réservée aux vélos, pas de véhicules motorisés ni de tricycles, avec des passages supérieurs en plusieurs endroits, a précisé Kang. Selon un rapport de l'institution de planification de la ville, environ 20% des habitants de Huilongguang travaillent à Zhongguancun et 16% à Shangti. Cependant, la conception des routes à grande vitesse telles que Tianzhang et Tianjin n'était pas pratique pour la circulation sur cette zone, un tronçon de 10 km difficile à parcourir. Chen Yanyan, vice-président du Collège des transports de l'Université de technologie de Beijing, a indiqué qu'il était difficile de trouver une bonne adéquation entre la mise en place des services de transport public et les besoins personnels à satisfaire dans un quartier comme Huilongguang. Les vélos pouvant servir de bons compléments, il était nécessaire de développer les aménagements cyclables dans cette région. Selon les statistiques publiées lors d'un salon de l'industrie à Tianjin, dans le nord du pays, la Chine a dépassé les États-Unis en tant que plus grand producteur mondial de crème glacée. D'après un porte-parole du comité des produits surgelés de l'Association chinoise de la boulangerie et de la confiserie, qui s'est exprimé à l'occasion de l'ouverture de l'exposition Ice Cream China le 12 octobre en 2016, les principaux producteurs chinois de boissons surgelées ont fabriqué plus de 3,3 millions de tonnes de boissons surgelées, enregistrant près de 44 milliards de yuans de chiffre d'affaires. Si l'on tient compte de la production des petits producteurs, la production totale de crème glacée de la Chine l'année dernière a dépassé celle des États-Unis, selon le porte-parole. La consommation de crème glacée par habitant en Chine est passée d'1 litre il y a 20 ans à 3 litres en 2016. Comparée aux pays développés, l'industrie de la crème glacée est encore jeune en Chine et a beaucoup de marge de croissance, a souligné Zhu Nianlin, directeur de l'association. L'exposition Ice Cream China de cette année a accueilli près de 400 exposants avec plus de 1500 stands répartis sur une superficie de 35 000 m². C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.